entre nous soit dit. Les professionnels face au miroir. Christian et les invités, nous passons à la deuxième partie de l'émission. J'imagine que nous gardons nos caps sur l'actualité. Effectivement, Théogène, nous gardons le cap sur cette attaque rebelle dans la province de Cibitoke. Il n'y a pas assez d'informations officielles. Faut-il d'ailleurs dire qu'il n'y en a pas il n'y en a presque pas, sauf quelques communications et commentaires sur les médias sociaux. Comment les médias sont en train de traiter les informations à l'absence d'une communication officielle. Voilà ce dont on parle dans la deuxième partie. C'est carrément la suite de notre deuxième partie. Alexandre, est-ce que vous ne constatez pas avec nous qu'il n'y a vraiment pas assez d'informations officielles à ce sujet et comment du coup, vous appréciez la manière dont les médias sont en train de se comporter par rapport à ce sujet? Bon, premièrement, je crois que je le disais tout à l'heure dans la première partie, c'est déplorable qu'effectivement, il n'y a pas de communication par rapport à ça pour que le public soit informé. Et aussi que les médias qui tentent effectivement de pouvoir chercher, les journalistes qui tentent de pouvoir chercher ces informations, se heurtent effectivement à cette, cette décision de ne rien communiquer. De cette retenue de l'information. Et effectivement, et ça, je pense que c'est quand même regrettable. Regrettable parce que je pense que ces services, ils ont le devoir de communiquer ce qui se passe. Willy disait tout à l'heure qu'ils vont communiquer à un moment opportun, mais le moment opportun, ça sera quand? Il disait que la situation est particulière. Ça sera quand? C'est pas particulier. Je pense que Alexandre, c'est pas la première fois que des groupes armés attaquent le pays. Hein. C'est pas la première fois quand même. Mais on dira c'est pas normal. Mais qui sont-ils? C'est tout. Qui sont-ils? C'est normal. Rappelez-vous que dès le début, moi, je condamnais cela. J'ai condamné ces attaques. Je ne sais pas qui sont les... Et c'est pourquoi je veux savoir qui sont ces gens-là. Qui sont ces gens-là pour qu'on puisse effectivement les condamner. Vous serez sérieux. Teddy, n'est-ce pas normal aujourd'hui que les autorités, les institutions soient prudentes par rapport à une information aussi délicate? Non. Nous sommes dans un monde moderne. Nous sommes un État qui est sorti de la guerre depuis 10 ans. Nous avons quand même une armée qui a réussi à faire une unification exemplaire dans la région. Nous sommes un exemple. Nous intervenons dans beaucoup de pays. Nous sommes devenus, en tout cas au niveau militaro-politique, nous sommes quand même une institution respectable et respectée. Dans le monde cela n'empêche pas qu'on soit prudent. Excusez-moi. Alors, face à 200 individus. Est-ce qu'ils sont 200? C'est le message officiel. Alors, donc vous avez... Ah bon, le message officiel. Vous ne nous avez rien dit, on prend ce qu'on a. Vous ne nous avez rien dit. Donc, c'est combien l'État, donc le porte-parole de l'armée, des services secrets, la police, tout le monde se terre. On fait l'autruche, personne ne répond au téléphone. Donc, nous, on retransmet, moi je retransmets juste l'inquiétude des gens. Moi, j'ai le malheur, comme tu dis, de communiquer beaucoup sur les médias sociaux, de plus ou moins avoir une audience importante, je veux dire 4 ou 5 comptes, vidéos, photos et Facebook, et Twitter et tout ce que vous voulez. Et les gens me demandent tout le temps qu'est-ce qui se passe. Moi, je n'ai pas de réponse parce que vous ne faites pas votre boulot. Alors, tout ce que moi, je suis là pour demander, c'est dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de monter? C'est pas le secret. Posons la question, est-ce que vous ne trouvez pas que finalement, ce fait-là qu'il n'y a pas assez d'informations officielles ouvre le boulevard à la rumeur? Quand il n'y en aura pas, ça ouvrira boulevard à la rumeur. Tant qu'il n'y en a pas encore. Non, quand... 4 jours. Mais 4 jours, c'est pas... Si vous pensez que c'est beaucoup... Vous avez parlé... Vous avez parlé... Après une attaque terroriste, c'est une éternité. Vous avez parlé de 10 ans de guerre. Je pense que ce qui dicte la manière de communiquer, pour l'instant, c'est ceux qui sont aux prises avec cette attaque, à savoir l'armée et la police. Alors, l'armée qui doit défendre les frontières de la nation, qui a bien et bien vu que c'est des gens qui sont venus de l'autre côté de la frontière et qui sont entrés, elle peut décider. Ça, c'est quand même officiel. Oui, l'armée peut décider de dire, voilà, on ne communique pas de cette manière ou de cette autre manière. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y aurait-il des complices, y aurait-il des soutiens intérieurs
qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens parviennent à traverser ces communes dont vous avez parlé pour se retrouver à Mugwi? Où veulent aller ces gens? Pourquoi est-ce qu'ils voulaient aller s'installer dans la forêt de Kibira? Pourquoi est-ce qu'à un certain moment, ils voulaient retourner en RD Congo avant-hier, etc. Alors, si, pour l'intérêt supérieur de la nation, au nom de la sécurité et de la stabilité d'un État, si l'armée décide de dire, voilà, j'arrête, j'agis, je ne communiquais pas, et je vais communiquer en temps opportun, eh bien, moi, je ne peux que m'aligner. Je vous rappelle que je ne suis qu'un civil. Et aussi, ce qui est vraiment important à savoir, c'est que l'information ne restera pas une chasse gardée pour les seuls membres du gouvernement ou des services de renseignement de l'armée. Au moment opportun, demain ou après-demain, ils devront venir et rendre compte. Rendre compte à la population. Vous parliez de rumeurs dès le début de l'émission. Alors, je l'ai dit et je l'ai répété, je vais le répéter. Quelles sont les conséquences? En période de crise, toute seconde de silence, c'est une porte ouverte à la rumeur. Et ça, ils le savent. Oui, il le sait. Le porte-parole de la FTN, il le sait. De la PNB, il le sait. Des services secrets, ils le savent tous. Alors maintenant, peut-être à un certain moment, les médias ou les journalistes s'acharnent injustement contre Willy ou les autres. Non, c'est pas contre Willy, c'est je défends, bien sûr, parce que l'information, c'est quoi? Il y a deux manières. Il y a l'information qui est livrée par les services officiels. C'est ce que nous attendons, ce que les gens attendent de Willy et les autres. Des institutions aujourd'hui. Et qui mais il y a aussi, incessamment. à côté de cette information qui est livrée par les sources officielles, il y a une information qui s'offre factuellement. C'est-à-dire un fait qui amène une information où les journalistes et les médias vont eux-mêmes sur le fait, sur le lieu du fait, sur le terrain. et découvrir eux-mêmes le factuel et diffuser l'information. Maintenant, ce que la FDN, la police nationale et les services secrets devraient faire, et ça aussi ils le savent, c'est le principe de la création de la zone orange. Si c'est dangereux, ils peuvent dire, maintenant on crée la zone orange, les journalistes peuvent venir et s'installer dans la zone orange et saisir l'information à la source la plus méridionale. Là, on n'aura plus besoin d'attendre cette information qui est sous embargo. Parce qu'on est dans la zone autorisée où on peut suivre directement l'information. Alors maintenant, la zone orange. En fait, ça a été fait. Ça a été fait au début de l'attaque. L'armée a permis aux journalistes d'arriver à certains endroits et a dit, il ne faut pas vous risquer là-bas, votre vie serait en danger. Les journalistes ont pu interviewer la population, etc. Mais après ça, l'armée a demandé à ce qu'elle continue d'abord à faire son travail, et revenir rendre compte. Et si vous dites que 4 jours, c'est une éternité, alors ce n'est même pas 4 jours, parce que le premier jour et le second, les journalistes ont pu arriver sur terrain. Et les deux jours derniers, d'abord, c'était dangereux parce que les rebelles étaient en train de vouloir retourner en RDC. Alors quand ils ont voulu, ils essaient de rebrousser chemin, ça pouvait être dangereux pour toute personne qui se risquerait dans les environs parce que les gens aussi, ces rebelles étaient aussi en débandade. Étant défaits, étant vaincus, ils se sont éparpillés en plusieurs groupes. Mais en réalité, maintenant, ce qu'il y a, c'est que les forces de défense et de sécurité qui sont habilitées à communiquer en faisant un bilan, en donnant l'identité aussi de ces assaillants et l'effectif, parce qu'ils ont aussi récupéré des documents. Donc quand vous parlez de 200, c'est pas 200 réellement. Donc, alors, ils ont récupéré des documents qui parlent de ce mouvement et de l'effectif, ce qui veut dire que quand ils viendront rendre compte, ils devront aussi donner tous ces détails. Mais c'est la zone orange. Il y a déjà pas mal de défenseurs. C'est ça que je vais dire, Willy.
C'est ça que je vais dire, Willy. Toutes ces informations que tu viens de nous donner ici, je te dis merci beaucoup. Voilà. On ne connaît rien encore. Moi, je connais rien C'est ça qui a encore. manqué. Non. Je pense que ce qu'il a dit, on sait que ces gens, ils viennent de la RDC. Je pense qu'il n'y a jamais eu de discours officiel qui dise ces personnes, on sait très bien qu'ils viennent de la RDC. Ça a été fait. Le gouverneur en a parlé. Deuxième chose, c'est que aussi ces personnes, c'est que ces personnes, non, c'est pas des Congolais. Oui, ça, on attend sur l'identité. Mais c'est qu'aussi, ils viennent de nous dire qu'ils avaient l'intention d'aller s'installer dans la Kibila. C'est la deuxième information. Et la troisième information, c'est que ces gens-là tentent de retourner à l'est de la RDC. Parce qu'ils étaient défaits, vaincus. Voilà. Et donc, toutes ces informations, je pense que c'est ça que nous avons, tout au moins, de communiquer au public sur comment les choses sont en train de Sauf qu'au niveau de la zone orange, il n'a pas donné toutes les informations. La zone orange, normalement, elle va s'agrandissant. Ça, c'est normalement. Nous avons dit qu'à une situation particulière, il y a aussi des stratégies et méthodes particulières. Alors, maintenant, comme je vous l'ai dit, lui dit que je viens de lui donner des informations. Il y a certaines informations qui sont là. Mais ça, même au téléphone, tu pouvais m'appeler. Entre confrères, je pouvais te partager cette information. Alors, c'est ça les bonnes pratiques. Lui peut-être il aurait décroché. Ça fait des jours et des jours que les gens ne décrochent pas les téléphones. Avant la fin de la première partie, j'avais amorcé que lui, il a écrit que Pacifique fait le grand silence sur la Pacifique est né avec beaucoup d'insinuations. Oui, avec beaucoup d'insinuations. Comme si c'est lui qui devait parler avant les insinuations. Il était dans la zone. Là je n'insinuais rien. Je m'interrogeais. Je m'interrogeais. Je sais bien qu'à chaque chose, nous avons une société civile particulière dans notre pays. Une société civile que j'indexe chaque jour. Je dis, il y a des gens, vous allez trouver leur champ d'action, c'est la protection des enfants. Et vous les trouverez en train de discuter sur les élections. C'est des activistes. L'activisme social, les droits civils, il n'y a pas de limite. Vous ne pouvez pas limiter l'activisme n'est pas limité. Dans l'espace. Mais il y a une chose. Quand vous faites enregistrer votre ça, c'est la théorie. L'activisme, le droit de l'homme n'a pas de limite. Votre organisation, il y a un champ d'action. Non, la violation de droit, elle est universelle, elle est large. Vous ne pouvez pas l'enfermer. Il y a un champ d'action. Vous devez, en principe, être... Oui, circoncis. Ça doit rester... D'expression et la liberté d'expression. Mais je ne sais pas si vous comprenez. Parler du système électoral. Alors, maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que vous pourriez laisser Willy la liberté d'expression. Pour répondre à votre question, c'est très simple, je m'interrogeais. Moi, je suis vraiment habitué à voir des activistes, comme vous dites, qui sont sur tous les fronts. Vous parlez de patates, ils sont là. Vous parlez de... Patates, c'est l'alimentation, oui. C'est un droit. Ils sont là. Vous parlez d'élections, ils sont là. Oui. Vous parlez de ceci, ils sont là. Alors, il y avait une population qui vivait sous la peur, et ces mêmes personnes qui se disaient être des défenseurs des droits de la population, n'ont pas levé leur petit doigt pour dire il y a un peuple qui est en train de souffrir. Alors c'est ça, je m'interrogeais. Il n'y avait pas d'insinuation, je m'interrogeais parce que sur les réseaux sociaux... Willy, peut-être vous n'avez pas peut-être eu assez de temps pour vous interroger sur le fait que même les autorités n'étaient pas en train de... Je peux remettre dans le contexte. S'il vous plaît. Le fait que c'est tu vois, je veux bien remettre dans le contexte. Non, mais ça, c'est... Non, mais ça, il faut l'affirmer. Je veux bien remettre dans le contexte. Il y en a qui sont des prisonniers de la guerre. S'il vous plaît, nous tendons vers la fin de notre partie. Une question, et chacun, Alexandre, s'il vous plaît, on ne va pas s'éterniser. Je pose une question, vous réagissez en un seul mot, on fait le tour de la table. C'est le président de l'UBJ. Oui, quels sont... Oui, embrayez sur la question. Juste un instant pour réagir. Embrayez sur la question, quels sont... Une seconde, Alexandre. Quelles sont les conséquences? Je m'excuse. Revenons dans l'émission. Revenons dans... Oui. Tu me poses la question, mais attends-moi d'abord que je puisse réagir un peu. Ça, c'est la dictature. Le président de l'UBJ, c'est un dictateur. C'est pas de la dictature. C'est parce que, Willy, toi, tu sais que bien, je vais poser une question qui va... pas du tout. Qui va déranger. Oui, parce que lui... Je suis vacciné. Willy, toi, tu t'interroges pourquoi est-ce que les activistes de droits de l'homme n'ont pas encore réagi jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, quand on se pose la question, pourquoi est-ce que les services habilités à communiquer ne sont pas encore réagi jusqu'à aujourd'hui? Il dit que c'est de la stratégie. C'est normal, c'est de la stratégie.
C'est de la stratégie. Non, c'est pas ça. Il n'a pas voulu répondre à On a ça. compris. Monsieur, ma question est simple. Les conséquences de cette rétention Moi, je d'informations veux dire- sur le travail des médias. sur la Niaz, il m'a profession. parlé, C'est justement oui, ce qui se Niaz, passe. il m'a parlé du factuel. Les journalistes peuvent y je aller. voudrais bien Vous rappeler- savez les problèmes de balancer, d'équilibrer l'info, Je vous- à l'absence de la communication Je voudrais officielle. bien rappeler à Quelles sont les monsieur conséquences Willy, Je suis là. qui est mon ami, que la dernière fois qu'un activiste a levé l'alerte en disant attention telle situation, il s'est retrouvé en prison. C'était Ah bon monsieur Mbonima. Cette fois-ci, Ah bon. vous avez reproché à Pacifique, qui est en France en l'occurrence, de n'avoir pas réagi sur une info que vous nous retenez. Et vous lui reprochez, vous avez Il est dit en France, étrange, il a dit vous avez un dit mot. que c'était étrange. Ce qui pour moi, Étrange deux fois. ce qui était pour moi une insinuation un petit peu osée. C'est ce qui était Donc, étrange. s'il vous plaît, il réagira quand vous aurez réagi. Et moi, je le ferai Mais aussi. étrange, c'est ce que j'avais écrit. Ce qui était étrange, c'est ça. Étrange, c'était ma réaction. Alors, Voilà, les alors, conséquences. Étrange, c'est de ne pas La communiquer. première Justement. conséquence. Vraiment étrange de ne pas communiquer. La première conséquence, c'est ça. Nous sommes en train de parler bientôt 1 heure. On ne sait pas, ils ont attaqué qui Et qui ont attaqué. Mhm. Qui ont attaqué Ils ont attaqué qui On sait, ils ont attaqué qui? On a déjà répondu à cette question. Qui La nation le premier coup de fusil était dirigé contre. contre la nation. Ça, c'est fictif. La nation, c'est Nous avons été attaqués. une entité. C'est le cœur de la nation qui a été Physiquement. attaqué. Mais alors, Mais qui quand nous vous a attaquez, attaqué? Qui nous a attaqué quand vous attaquez le peuple burundais, même un citoyen, vous attaquez toute la nation burundaise. Et puis Jérôme, quand nous même, il a avons- informé à la satisfaction d'Alexandre. Cher Mais confrère. j'avais une question à laquelle il n'a Non, pas je ne suis répondu. pas satisfait. En quelque Jérôme, sorte, attends. parce Je dis que quand même, les bribes d'informations quelques pistes. qu'il vient de donner aussi, Mais il m'a il aurait dit fallu les ils ont communiquer au attaqué fur et à la mesure. nation. Alors, mais C'est qui? c'est qui Maintenant, la réponse. Vous avez dit il y a des pièces qui ont été saisies. La réponse nous sera donnée par les instances habilitées parce que ceux qui sont aux prises avec ces forces du mal, parce que là, si les gens n'ont pas déclaré leur identité, ils deviennent des forces du mal. Alors, finalement, ceux qui sont aux prises avec ces forces du mal, non identifiées, ces ovnis, reviendront du terrain et rendront compte. Dernière préoccupation. Bien, alors, Ceux qui là- sont directement exécutés après avoir Voilà. été saisis. Ah, mais C'est pour quelle les autres fin, ont à utilisé le votre sens? conditionnel. Non, Il a on utilisé le conditionnel. Oui. C'est un bon journaliste, c'est celui-ci. Ah, disons. Mais maintenant, Jérôme, tu es en train d'oublier quand même les Ceux principes de qui journalisme. seraient exécutés directement après avoir été saisis. Ceux qui seraient, Ça aurait j'ai répondu à cette question. Ceux qui seraient, je dis que ça découle d'une certaine manipulation de l'information. Donc ce n'est pas vrai d'après Willy, Attendons, donc, ce n'est pas vrai Ce parce n'est pas que vrai. je pense que au moment La personne qui a été au arrêtée moment- à la paroisse Moroui, on peut dire qu'aujourd'hui, Elle elle est est là. en vie. donc vous avez connu une personne qui a été arrêtée à la paroisse Oui, Moroui oui, c'est ça. et que vous ne voyez pas. Avec la zone orange Non. qui avait été Non, créée, parce que- les parce médias. que- Parce qu'il y a des infos, comme vous ne communiquez pas effectivement, pense qu'on il y a rentre des dans- rumeurs voilà, qui disent que voilà. la personne on aurait a été compris, exécutée. on a Donc, compris. Est-ce que Tiens, cette personne est en vie? La première conséquence C'est la rumeur, c'est le manque C'est d'information. le manque d'information. Et avec la rumeur, vous savez toutes les conséquences. Et la rumeur a été criminalisée au Burundi. Attention. Tout ce qu'on dit devient rumeur. Ça, c'est la première conséquence. Merci, merci. La deuxième conséquence, c'est le discrédit des services dont Willy fait partie. Et moi qui vous ai dit, à situation particulière, des méthodes aussi particulières, il y a une communication que L'information vous vous sera aurez, livrée à temps l'information vous sera livrée en temps opportun. Il est sous Et, embargo. et il appartient aux forces, à ceux qui sont aux prises avec ces ovnis-là, Nous qui avons de revenir compris, Willy. du terrain Donc, et de venir nous dire. Donc ça pourra voudrais être dans un une petit semaine, dernier dans 2 semaines, dans une année, dans 10 ans. Non. un Alors dernier là, maintenant, il pose une question très importante, Teddy. Il dit, est-ce que c'est dans une année? Est-ce que c'est dans un mois? Non, disons c'est que ça pourrait survenir dans quelques heures. Dans quelques heures. Voilà. Excusez-moi, non. Dans excusez-moi. quelques Moi, heures. je voudrais rappeler une seule chose. Quand les mouvements rebelles qui nous dirigent, les ex-mouvements rebelles qui nous dirigent aujourd'hui, et Ah, mais ceux- pas- d'autres qui sont... pas- Excusez-moi, laissez-moi Il n'y finir. a pas d'ex-mouvement rebelle qui Laissez-moi vous venir. dirige. Le CNDD-FDD a été un mouvement rebelle. Le FNL a été un mouvement rebelle. À cette époque, moi j'étais jeune et Le on FNL parlait. ne dirige pas. Excusez-moi, Le on FNL parlait. ne dirige On pas. parlait. Il est dans l'opposition. On parlait de terroristes. Excusez-moi. On parlait d'assaillants, de terroristes, d'ovnis et de dénigrement. Vous étiez des Burundais comme nous.
attention à ne pas faire la même erreur. Excusez-moi. À ce moment-là, l'identité était déclinée. Mais vous imaginez des gens qui entrent dans un pays pour commettre des exactions et qui ne déclinent pas leur identité. Gouvernement disait des gens qui ne déclinent pas leur identité. Monsieur, alors, ils ne sont pas... Ils sont... Alors, oui, Alexandre, Jérôme, t'es dit, la partie est déjà... Vous avez la responsabilité, juste pour terminer, je pense que les services chargés de la communication dans ce pays, ils ont la responsabilité de pouvoir informer au moment opportun ce qui se passe. Très bien. Le moment opportun, j'espère que ce moment opportun, il est déjà dépassé. Il a très bien dit que... Il a déjà dépassé, je pense qu'on démontre les débats qu'on est en train de mener ici. On marque une pause encore une fois, mesdames et messieurs. Ne partez pas, restez branchés pour la troisième partie de l'émission. Planète chaude, hors du Burundi, l'actualité de la semaine. Hors du Burundi, Christian, nous irons en RDC où les rebelles auto-rwandais devraient avoir vidé les lieux au 2 janvier de cette année. L'ultimatum avait été lancé par la CIG et la SADC, deux organisations régionales qui sommaient les FDLR au désarmement volontaire. Ils devraient ensuite regagner les camps de cantonnement en vue de rentrer au Rwanda. Et là, ça n'a pas été le cas. Ils sont aujourd'hui moins de 400 combattants seulement sur plus ou moins 3000 à avoir rejoint les centres de transit mis en place par la MONUSCO. Quelle sera la suite pour l'avenir? Un désarmement forcé comme le prévoit le gouvernement congolais qui se dit d'ailleurs prêt à lancer des opérations ou alors un dialogue politique. Voilà l'objet du débat pour la partie qui termine l'émission. Alors tu dis, les rebelles rwandais du FDL n'ont pas encore désarmé malgré cet ultimatum. Est-ce étonnant? Pouvait-on s'attendre au contraire? Oui et non. Oui, parce que ils auraient dû. Une grosse partie des FDLR, en fait, ont déjà regagné le Rwanda depuis longtemps. Depuis la fin des années 90, le Rwanda a eu une politique de rapatriement et de réinsertion, de réformation, ou en tout cas de formatage, si vous voulez, et de réinsertion de la plupart des gens qui étaient là, dont des grands dirigeants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même des courants radicaux anti-pouvoir de Kigali qui ont totalement jamais rentrer, ça, qui ne veulent pas rentrer à l'intérieur du FDLR et parmi les soutiens internationaux, dont certains pays importants dans ce monde. La troisième chose, c'est qu'il y a des grosses... le FDLR est devenu une grosse fortune. Il y a un gros trafic de minerais qui s'est mis en place. Ils tiennent des zones importantes et c'est des enjeux économiques importants. Alors, ce qui va se passer, ce qui s'est passé, c'est qu'après la défaite du M23, qui s'est fait décimer par les forces des Nations Unies et l'armée congolaise, on a exigé que le FDLR fasse pareil. Et ils ont traîné les pieds, et avec certains soutiens de pays de la région. Donc aujourd'hui, c'est un ultimatum. Les Nations Unies et leurs soutiens sont obligés de faire exécuter la mesure. Donc ce serait une bonne chose pour la région parce que ça stabiliserait plus ou moins, même si au niveau de la RDC, il y a toujours des surprises. Parmi les raisons de la réticence, tu dis parler des gens, des rebelles qui se seraient fait des grosses fortunes. Est-ce que ces réticences à ce désarmement, ce cantonnement peuvent s'expliquer seulement par ces raisons? Est-ce qu'il n'y a pas aussi la peur de retourner tout simplement au Rwanda et craindre des représailles? C'est un peu de tout ça, mais autant je déplore l'attaque de Mugwi, autant je déplore aussi le fait qu'il n'est pas désarmé, parce que cette région a quand même besoin de paix et de stabilité. En RD Congo, surtout à l'est, c'est devenu comme un hub de forces négatives. Alors le FDLR est considéré comme une force négative parce que vous ne pouvez pas être armé et demeurer au sein de la population. Vous n'êtes pas une armée régulière, vous n'êtes pas de la police. Donc cet état de fait doit cesser un jour ou l'autre. Et le plus rapidement possible, c'est le mieux. Alors moi je soutiens toute initiative visant à désarmer toutes ces milices qui se trouvent sur le sol congolais pour que cette région recouvre la paix, mais partant,
que les pays limitrophes, riverains, parviennent aussi à connaître la stabilité. Alors, il faut que maintenant le peuple congolais commence à penser aux travaux de développement. On ne peut pas se développer quand on a des rebelles à côté de la porte. Hein. Vous achetez un téléviseur, ils viennent le prendre. Les minéraux, c'est la richesse du sous-sol congolais. Mais pourquoi est-ce que ces gens devraient exploiter illégalement ce sous-sol congolais étant là-bas? Pourquoi est-ce que ces gens continueraient-ils à devenir une menace contre la stabilité du Rwanda et du Burundi et d'autres pays? Moi, je pense que le FDLR a eu suffisamment de temps. Il faut que ça s'arrête et qu'ils désarment. Sinon, comme ils n'ont pas désarmé, que le deadline c'était le 2, aujourd'hui, à minuit, je pense que ce qui devra suivre, ce ne sera que justice qui sera faite. Hein. Alexandre, peut-être, on a entendu certains pays parler, même envisager d'un dialogue politique avec ces gens-là. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être envisagé? Je pense pas que si vraiment ça devrait prendre une telle tournure, ce serait vraiment deux poids, deux mesures sur une situation similaire. Willy parlait de la rébellion, le M23, que les Nations Unies et les forces armées congolaises ont dû utiliser les grands moyens pour les faire fléchir de leur position. Et je pense que maintenant, si les FDL, ils ont eu suffisamment de temps pour pouvoir se préparer. Et ce que disait aussi Teddy, je pense que ceux qui avaient de la bonne foi, ils ont pu regagner le Rwanda. Je ne parlais pas de formatage, mais ils ont été quand même insérés. On sait qu'il y a même certains qui occupent de positions considérables au sein de l'armée rwandaise. Et je ne vois pas pourquoi, effectivement, cette main tendue, elle n'est pas là. Mais bien évidemment, ça, on a dit, ça a beaucoup d'explications politico-économiques. Et où il y a vraiment des intérêts des puissances qui sont là. Parce que vous parliez tout à l'heure de ces deux organisations, la CIRGL et la SADC. Mais on a vu que maintenant, la SADC n'est pas tellement... On voit bien que l'Angola, qui est aujourd'hui à la présidence de la CIRGL, est chaud pour faire appliquer cette... ultimatum. Justement, on n'est pas ce qui n'est pas là au niveau de la SADC. Justement, on n'est pas sûr si tous ces pays-là sont vraiment... Oui, c'est qu'on ne voit pas là du côté de la SADC. La SADC, où on a les grands pays, la Tanzanie et l'Afrique du Sud, qui ne voient pas d'un bon œil le pouvoir de Kigali et qui probablement pourraient faire traîner les choses pour la mise en œuvre de cela. Mais je pense que ce serait effectivement aussi quelque chose qui montre que ces organisations internationales, régionales, sont en train de fléchir sur des situations qui peuvent quand même contribuer à la déstabilisation de cette région. Parce que la décision de désarmer les FDLR, c'est, et comme le disait Willy, ça visait à ce qu'il y ait la stabilité dans ce pays, plutôt dans ces différents pays riverains de la RDC qui est devenu le repère de différents groupes rebelles. Et où on sait même que maintenant, c'est aussi le repère des rebelles qui attaquent le Burundi. Et donc, moi, je pense que maintenant, il faut utiliser tous les grands moyens pour arrêter cela. Mais bien évidemment, au niveau des pays, alors, au niveau interne des pays, je pense que là aussi, de leur côté, il faut essayer de voir comment assainir les situations pour éviter qu'il y ait naissance des rébellions dans les différents pays, finalement. Parce que des fois, aussi, ça découle des situations difficiles dans le pays qui poussent les gens à aller dans les rébellions. Oui, moi, je pense d'abord deux choses. La première chose, dans les premières parties, la première et la deuxième partie de notre émission, on a appris que ceux qui ont attaqué à Mogui, ils sont venus de la RDC. On ne sait même pas si ce ne sont pas aussi des gens de cette équipe-là. Ça, on ne sait pas. Maintenant, la deuxième chose... C'est pas vrai. Non. Ça, c'est affirmé, c'est pas eux. Mais la deuxième chose, c'est que la paix, pour moi, c'est un processus. On ne peut pas dormir et le lendemain, voilà la paix. C'est pas comme ça.
Maintenant, il y a une contradiction, où il y a deux choses paradoxales. On parle de désarmement volontaire, et en même temps, on parle de cantonnement et ultimatum. Est-ce que vous pensez que ces choses sont mariables? Ce sont des choses qui sont paradoxales. Non, Pour le gouvernement, parle de désarmement volontaire, Il y a eu un et temps. après ultimatum avec cantonnement. 6 mois. Ça, 6 mois pour le volontaire. alors maintenant, j'ai fait un exercice d'esprit quand on a parlé de ça, quand vous avez développé ça. Quand en 2000, les Burundais, les 17 parties prenantes, ont signé l'accord d'OP d'Arusha de la réconciliation. Mais entre-temps, il y a le CNDD-FDD qui était resté dans la rébellion, qui après a signé un accord de cessez-le-feu. Mais aussi, ce n'était pas fini. Et après, il y avait le Palpeutu qui est venu après, qui a signé. Et voilà, la paix, c'est quoi? C'est un processus. Aujourd'hui, on peut se dire qu'il faut frapper. Mais les gens qui font la rébellion, c'est parce qu'ils sont frustrés. Donc, pour vous, faut pas Pour moi, de Common Ground, il faut d'abord analyser les causes du conflit. Et puis, après avoir détecté les causes du conflit, on traite le conflit et on le transforme. Donc, il faut qu'il y ait un dialogue et qu'on analyse pourquoi ces gens n'ont pas honoré à cet engagement. S'il y a des causes, s'il y a des raisons, qu'on les traite ensemble pacifiquement. Willy, tous les moyens sont bons, peut-être le dialogue aussi d'après... Oui, C'était comme le je point. dis tous les moyens sont bons, effectivement. Il faut que ça cesse. Cet état de fait doit cesser. Si les gens ont peur de retourner au Rwanda, mais que ces gens aillent ailleurs. Mais je vois mal comment des gens armés peuvent rester à côté, dans un village quelconque ou dans une commune même burundaise. On ne pourrait pas supporter que des gens restent là, armés. Alors, qu'on passe par le dialogue, qu'on passe par le désarmement forcé, qu'on passe par d'autres moyens, je ne sais pas. Écoutez, le Burundi fait partie de la CIRGL. Si la CIRGL a décidé de passer par un moyen tel ou tel autre, moi, comme quelqu'un de l'autre côté, je ne devrais que soutenir la position burundaise. Mais la position burundaise est que le Burundi connaisse la stabilité, mais en même temps que le Rwanda connaisse la stabilité, que la RDC connaisse la stabilité, et finalement que tous les pays connaissent la stabilité. Alors, pour qu'on ait cette stabilité, il faut finalement que ces mouvements armés qui pullulent à l'est de la RDC soient complètement démantelés. Par quel moyen que ce soit par le dialogue, le désarmement volontaire, comme on a fait ici au Burundi, on a fait un désarmement volontaire de la population. Ça a marché. Sinon, on pouvait aussi aller dans des ménages en tirant, en récupérant les fusils. Mais on a dit volontairement, ramenez votre fusil. Et ça a marché. Mais il y a des garanties. Il faut que la personne qui ramène son fusil se sente garantie dans son amour propre, sente que sa sécurité est garantie. Il m'a tranquillisé, sinon je me demandais comment cet ultimatum me correspond malheureusement avec la période des attaques au Burundi, je pense des gens qui viennent de la RDC. c'est particulier parce qu'on sait quand même qu'au CDFDR, il y a les gens quand même un qui sont ex-mouvement quand même génocide, accusés de génocide. Et ça, je pense que ça aussi, je pense, même s'il y a des mesures qui sont prises comme les immunités, je ne sais pas comment on les appelle, tout ça, les gens doivent répondre. Est-ce que vous pensez que 20 ans plus tard, ces gens qui ont commis ces atrocités... Ce n'est pas exclu, ce n'est pas exclu. Au niveau de la direction, il y a Ce encore n'est pas beaucoup exclu. de Disons, gens. ça peut être un mouvement, Ce n'est mais, pas exclu. Ce n'est pas exclu. exclu. Ce n'est pas exclu. Disons que le... Mais le Palpeutu, ça faisait plus de 20 ans qu'il Ouais. était dans la rébellion. Ouais, mais disons, retenons qu'il faut que ça s'arrête. Retenons qu'il faut qu'on connaisse la stabilité. Il y a peut-être des enfants qui sont nés de parents ex-FDLR, qui ont grandi dans cela, mais qui ne sont pas coupables, qui ne pourraient pas peut-être Répondre des actes, qui ne devraient pas répondre des actes de leurs parents, qui ne devraient même pas répondre des actes de leurs parents. Alors, il faut que mais le aussi dialogue aujourd'hui soit aussi, ils sont suffisamment majeurs qu'ils doivent prendre effectivement aussi leur destin en main. Mais tout ce que moi je vais terminer par, c'est effectivement cette manière de traiter les choses de la même façon. Je ne suis pas contre le dialogue, Jérôme. Je suis pas du tout contre le dialogue. Je pense que c'est le meilleur des chemins. Je suis pour le dialogue. Mais il y a certaines situations où quand même les choses, on dit, c'est trop. Il y a eu C'est deux trop. poids, deux mesures. Parce que deux poids, deux mesures, ça ne marche pas. Justement, Là, c'est comme cette situation de Mugui, dont
Alors, on va pas en parler de Il va peut-être vous informer davantage. Alors, il faudrait peut-être 10 secondes pour toi, Teddy. Moi, je voudrais juste rappeler que le FDLR est quand même responsable d'énormément d'exactions au Congo, de beaucoup de viols, qui sont accusés. Énormément d'endroits où ils étaient, ils ont commis des viols, ils sont accusés, au niveau au moins du staff dirigeant. Donc, des gens qui ont, je dirais, autour de 40 ans, de 30 ans. La plupart, vraiment, ont été là pendant le génocide rwandais. Il y a une partie de l'ancienne armée rwandaise. Donc, ces gens-là doivent juste déposer les armes et se rendre. Si ce n'est pas le cas, les Nations Unies doivent appliquer exactement ce qu'ils ont fait au M23. Alors, dans tous les cas, la RDC a besoin de connaître la paix, de même que tous les pays qui sont dans cette sous-région des Grands Lacs. Nous marquons un point final à cette émission. Merci à nos 4 invités pour vos différentes contributions. Willy Niamito de la présidence, merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi ceux qui ont participé à ce plateau. C'était enrichissant et paix. Merci aussi à toi, Jérôme Nzima du studio Jambo, d'avoir participé dans notre émission. Merci encore. Je vous remercie de m'avoir invité. À côté de toi, c'était Teddy Mazina, photojournaliste indépendant. Merci Teddy d'avoir été là. Bonne année encore une fois. Merci à tous. Et enfin, Alexandre Niungeko de l'IPJ, merci d'avoir été là aussi. C'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir. Alors, merci à l'équipe du CERA et de Renaissance pour la réalisation de notre émission. Merci aux radios qui diffusent notre émission et au journal Iwachu. Saluons également tous les auditeurs qui nous ont suivis au cours de l'année passée. Au revoir, merci encore une fois et bonne année à tous. Club de la presse. Club de la presse, une émission qui donne la parole aux professionnels des médias pour vous aider à mieux comprendre et décortiquer les principaux sujets de l'actualité durant la semaine écoulée. Club de la presse, une émission produite par l'Observatoire de la presse burundaise avec l'appui de l'Institut Panos Grand Lac, IPGL.